moi, c'est Laurent Dutrieux, je travaille pour le Cercle de médecine générale de la province de Luxembourg, MGLUX, plus particulièrement au sein du projet Santé Ardennes, qui a pour objectif l'attractivité et la rétention de médecins généralistes sur le territoire qui nous occupe. Voilà, je présenterai le projet plus profondément juste après. Et donc, je serai accompagné ce soir par Oriane et Caroline. Je vous laisse vous présenter. Voilà, moi c'est Oriane de Vlecher, je suis médecin généraliste dans le sud de la province et on est en train de créer une maison médicale sur Rochefort. J'ai aussi créé la maison médicale de Saint-Hubert. Et alors, avec Caroline, on travaille pour la Fédération des maisons médicales pour l'aide à la création des maisons médicales dans le sud de Namur et dans la province du Luxembourg. Voilà, et moi, je travaille à la maison médicale de Houillet, qui est une maison médicale à l'acte, et où j'y ai eu des fonctions de gestionnaire, maintenant d'assistante sociale. Et donc, pour ce soir, je suis là avec la casquette Fédération des maisons médicales pour l'aide au développement dans le sud de Namur et du Luxembourg. Voilà, alors la première partie de cette soirée sera consacrée tout particulièrement à la pratique de groupe dans son ensemble, puisqu'on fera un focus dans la deuxième partie avec Caro et Oriane sur les ASI, les associations de santé intégrées, elles vous expliqueront tout cela. Mais tout d'abord, un petit focus sur créer une pratique de groupe en médecine générale de façon globale. Alors, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me poser vos questions au fur et à mesure, et alors à la fin de ma présentation, puis à la fin de la seconde partie, on y répondra. Alors, après une brève introduction pour expliquer qui nous sommes, qui est notre ASBL, un petit contexte, les étapes d'un projet. Donc, quelles sont les étapes par lesquelles passer pour créer un projet, créer sa pratique, et un petit focus particulier sur différents types de structures juridiques, puisque c'est des questions qui nous sont souvent posées lorsque l'on présente ce type d'intervention, que ce soit en séminaire ou parmi des groupes de médecins. Alors, qui sommes-nous? Comme je vous l'ai dit, eh bien, Santé Ardennes, en fait, est un projet qui a été créé par deux cercles de médecine générale, MGLUX, qui couvre l'ensemble de la province de Luxembourg, et l'UAD, qui en fait est la partie est en fait, de la province de Namur, l'arrondissement de Zurich. Voilà. Merci de désactiver le son. Voilà, c'est fait. Super, merci. Et alors, nous avons un partenaire de premier ordre, qui est la province de Luxembourg, et j'ai la particularité de travailler pour les deux. En fait. Donc, c'est vraiment en partenariat de longue date entre la province de Luxembourg et le cercle de médecine générale de la province de Luxembourg, qui est de travailler ensemble sur cette problématique. Et donc, vous voyez ici le territoire que nous couvrons. MGLUX couvre grosso modo la province de Luxembourg, à quelques exceptions près, et Vielsheim fait partie notamment du cercle du nord de la province, qui couvre également une partie de Liège, la GEF. Mais ceci donc est notre territoire, et c'est sur l'UAD et MGLUX que nous travaillons plus particulièrement à l'accompagnement de médecins. Puisque nos objectifs, eh bien, c'est d'abord d'améliorer les conditions de travail des professions de soins en pénurie, médecins généralistes, infirmiers, dentistes, afin d'attirer de nouveaux professionnels. C'est ce que nous, on appelle l'attractivité. Santé Ardennes, en tant que telle, ne s'occupe à l'heure actuelle que des médecins généralistes. Donc, quand je dis infirmiers et dentistes, c'est notre partenaire, la province de Luxembourg, qui s'en occupe. Et nous avons ce que nous appelons également l'axe rétention. Le Covid est passé par là, et ça, c'était déjà vrai avant, ça l'est encore plus aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'axe soigner le soignant, c'est faire en sorte que les conditions de travail soient optimales et que la santé mentale des soignants soit prise en compte et mise en évidence. Donc ça, c'est vraiment le maintien de ces professionnels de la santé dans leur profession. Donc le but absolu, évidemment, c'est de lutter contre la pénurie des professionnels en province de Luxembourg et sur l'arrondissement pour ce qui est santé. Alors, une des spécificités de notre travail au sein du projet, c'est de soutenir et d'accompagner les médecins généralistes. Donc, on accompagne les médecins dans leur installation, dans le suivi de leur métier, on les informe, on les conseille. Que ce soit pour créer de toutes pièces, une SBL ou une autre structure de groupe,
et également pour modifier des structures d'exercice coordonné pour les faire évoluer, parce que voilà, au fil du temps, il y a des gens qui se sont ajoutés à la pratique et il faut faire évoluer tout ça, donc on est appelé à intervenir dans ce genre de projet. Donc, notre méthodologie, notre objectif, c'est de mettre tous les futurs partenaires potentiels autour de la table, que ce soit les communes, qui ont un rôle essentiel à jouer, les médecins généralistes, bien sûr, que ce soit assistants ou agréés, les secrétaires, très très important, les paramédicaux, si le projet est voulu, souhaité en pluridisciplinaire, et il peut y avoir d'autres partenaires selon les projets. Alors, une des spécificités de la province de Luxembourg, il faut le savoir, c'est que les projets de médecins généralistes, de pratique de groupe, sur notre territoire, en fait, sont financés à hauteur de 5 000 €. C'est-à-dire qu'il existe une bourse d'aide à la pratique de groupe pour ceux qui s'installent en province de Luxembourg. Et cette bourse d'aide à la pratique de groupe que propose la province, eh bien, elle sert concrètement à engager des coachs, c'est un terme très global, mais c'est vraiment pour franchir les obstacles que l'on rencontre lors de la création, dans la constitution d'une pratique de groupe. Je prends par exemple le plan financier. Voilà, c'est une chose d'avoir un son comptable, c'en est une autre de faire un plan financier d'une pratique de groupe qui compte 4, 5 médecins, 3, 4 paramédicaux. Il faut savoir quels sont les frais qui entrent, enfin les frais qu'il y a à faire collectivement, quelles sont les rentrées financières nécessaires pour payer les loyers, les secrétaires et autres. Eh bien, il y a des plans financiers qui peuvent être pris en charge par des comptables via la bourse d'aide à la pratique de groupe, de même que les aspects juridiques aussi, si vous souhaitez une aide pour écrire les statuts de votre ASBL, par exemple, si c'est une ASBL, ou une analyse de quelle est la structure juridique la plus pertinente, ça peut être aussi en amont. Voilà, il y a différentes interventions qui ont existé. On a déjà soutenu une bonne quinzaine de projets, je pense, entre 10 et 15 projets de mémoire sur la province de Luxembourg, et chaque année, nous en avons de nouveaux. Donc, voilà. Peut-être votre futur projet, si vous souhaitez créer une pratique de groupe, pourquoi pas en province de Luxembourg, à ce niveau-là. Alors, le contexte. Je ne pouvais pas présenter une séance comme celle-ci qui parle de pratique de groupe en médecine générale, surtout en milieu rural, sans parler évidemment de la pénurie et de la profonde mutation que connaît le métier de médecin généraliste. Puisque c'est finalement en tournant de deux façons. C'est d'abord surtout le profil des médecins généralistes qui est en plein changement, et d'ailleurs finalement la profession de médecin généraliste suit aussi une réalité qui est ressentie dans l'ensemble des professions. Mais plus particulièrement la médecine générale, avant c'était un sacerdoce, c'était vraiment rentrer en médecine générale, si je puis dire. Désormais, eh bien, la vie privée a un rôle essentiel et une place prépondérante dans la vie des médecins généralistes, avec une attention toute particulière entre vie professionnelle et vie privée. Avant, alors évidemment, je dresse ici un portrait assez caricatural, on s'entend, mais souvent, c'était les profils que l'on rencontrait. Eh bien, souvent, le médecin était le seul revenu, c'était d'ailleurs souvent un homme. À contrario, maintenant, c'est essentiellement des femmes qui sortent des auditoires de médecine. Donc, avant, c'était le seul revenu. Maintenant, c'est l'un des deux revenus. Donc, évidemment, la donne a changé aussi, évidemment, au niveau de la dynamique familiale qui existe. Les médecins, il y a 20, 30 ans et plus, recherchaient un travail abondant. Alors, ils recherchaient un travail abondant, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait pléthore de médecins généralistes. D'ailleurs, pendant très longtemps, on a payé, si je peux dire, cette situation de pléthore de médecins généralistes parce que les chiffres étaient faux et analysaient une situation de pléthore qu'il n'y avait plus. Et donc, il y a un trou qui s'est créé, d'où la pénurie notamment. C'est une des nombreuses raisons. Et donc, ben voilà, les médecins généralistes recherchaient des zones reculées, si je peux dire, ou en tout cas des zones où il n'y avait pas beaucoup de confrères pour avoir beaucoup de travail. À contrario, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est que, étant dans des zones en pénurie qui s'étendent de plus en plus, les médecins recherchent des zones où ils peuvent encore protéger leur confort de vie, leur vie privée, et donc ne pas être noyés littéralement sous le nombre de patients. Donc, ils ne cherchent pas forcément du travail abondant, ils cherchent du travail, certes, hein, on ne va certainement pas dire le contraire, mais par contre, ils cherchent à ne pas être noyés sous le travail. Avant, le conjoint suivait, c'était assez fréquent que voilà, le conjoint, la conjointe du médecin suivent
sa moitié là où il va travailler. Aujourd'hui, c'est tout à fait variable. Nous avons dans les jeunes qui s'installent des jeunes qui viennent de notre province ou de la zone ou pas du tout, avec des couples qui sont totalement mixtes, qui travaillent, qui ne pas. Voilà. On a vraiment énormément de situations différentes. Et alors, la dernière grande différence avant, c'est que la garde, donc la garde en médecine générale, qui est une obligation, hein, c'est une obligation légale de par la continuité des soins, la garde en fait était considérée comme normale, faisant partie du métier, et c'était même l'occasion de se faire une certaine publicité, de se faire connaître des patients sur un territoire donné. Aujourd'hui, la garde est surtout considérée comme pesante et pénible, parce que la récurrence des gardes est aussi parfois importante et pèse sur la vie familiale, bien entendu. Voilà, donc ça c'était déjà un premier point qu'il était bon de préciser. Et parmi tout cela, évidemment, les nouvelles générations, mais pas que, parce que voilà, il y a aussi des médecins plus expérimentés qui font ce choix. C'est des médecins, des professionnels de soins s'orientent majoritairement vers les pratiques de groupe, et ce n'est pas en lien avec justement cette mutation. Alors le contexte, eh bien, bon, ici j'ai la carte de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan tout particulièrement, mais Caro et Oriane vous présenteront la région wallonne dans son ensemble tout à l'heure. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle les fameuses zones impulsées, qui sont déterminées par la région wallonne sur base d'une densité de médecins généralistes par nombre d'habitants et aussi par une densité de population. Ça tient compte quand même de certains critères pour ne pas léser les communes rurales. Bien, vous voyez ce que ça donne chez nous, et c'est un peu partout similaire en région wallonne. Hein. Alors, les régions rurales ont cette particularité, c'est qu'il suffit d'un médecin en plus ou en moins pour que les couleurs, si je puis dire, basculent. Mais les situations sont toujours sur le fil, ça c'est très clair. Donc, il y a de quoi faire. Alors, je vais laisser la parole pour cette partie-ci, puisque nous avons la chance d'avoir un médecin généraliste en présentation. Oriane va vous parler des spécificités du milieu rural en tant que tel, qui font partie aussi du contexte et du pourquoi il est intéressant de créer des pratiques de groupe dans ce type de milieu. Du coup, on fait plus de visites à domicile à la campagne, on en fait en ville aussi, mais les distances, les paysages, le contexte est différent en milieu rural. On a des patients de tout âge. Pour avoir travaillé 1 an en médecine en ville, c'est vrai qu'à la campagne, on est vraiment le centre pour les patients de la gestion du dossier médical, et du coup, on a autant de la pédiatrie que de la gériatrie, que de la dermato, et donc c'est très varié comme pratique. C'est vraiment de la toute belle médecine générale avec des actes techniques, avec vraiment des possibilités d'apprendre beaucoup de choses et d'avoir des collègues toujours prompts à nous enseigner des choses aussi. Comme je disais, le médecin de famille a encore une place très importante. Parfois, on se demande si c'est pas notre ego qui nous pousse à être médecin de famille, parce que c'est assez chouette d'être reconnu comme ça et de faire vraiment partie de la famille et du réseau des gens. Et c'est vrai que même quand ils vont consulter la deuxième ligne, qui est souvent aussi très saturée, souvent ils passent par nous, ou parfois ils vont voir le cardiologue et ils reviennent chez le médecin en disant est-ce qu'il a dit juste ou pas. Et donc c'est vraiment une place privilégiée et très très agréable en tant que médecin. Et alors, c'est assez diversifié aussi. On fait de l'ONE, du planning familial. En fait, on fait un peu ce qu'on veut. Et j'imagine qu'il y a pas mal de médecins de ville qui sont parmi vous, et j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont cette place privilégiée aussi, ou qui font aussi des actes techniques. Donc vraiment désolée si je fais de la grosse louche, mais voilà, c'est vrai que c'est une généralité peut-être qu'on retrouve plus en milieu rural. Donc les actes techniques que ce qu'on a, infiltration, taping, électro. Donc comme l'hôpital n'est pas toujours proche, on est quand même souvent la première ligne d'un infarctus ou d'un AVC, des choses comme ça. De plus en plus de cabinets qui s'équipent d'un échographe, et c'est très agréable. Il y a des radiologues même maintenant qui se proposent de venir faire des consultations de débrouillage, en plus des formations que les médecins généralistes ont. Le poste, par exemple, de garde de Libramont, le 1733 est né dans la province du Luxembourg, et après c'est généralisé en Belgique. Et donc, ça montre bien l'esprit de solidarité qu'il y a ici. Et c'est vrai que le fait d'être peu nombreux sur des zones moins densément peuplées fait qu'on se connaît assez bien.
Et donc, voilà, il y a une belle solidarité, une belle connaissance du réseau et des belles occasions pour se rencontrer. Et je trouve que comme on est en milieu rural, quelque part, tout le monde se serre un peu les coudes. Et donc, quand on est accueilli, on est souvent accueilli à bras ouverts. Et les collègues sont contents de partager leurs expériences ou leurs passions. Voilà. Voilà pour le contexte, donc pénurie et situation en médecine générale et les particularités du métier. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, qui sont les étapes d'un projet pour créer une pratique du. Alors, la première étape, eh bien, ce serait donc c'est de s'informer tout simplement. Ben là, vous êtes là ce soir, très bien. Il y a des élus communaux parmi vous, il y a des médecins généralistes, des assistants qui, j'imagine, réfléchissent à leur future pratique. Voilà, c'est une première étape, c'est de s'informer, de comprendre un peu quelles sont les subtilités, les différences entre les types de structures. Très vite, vous devrez choisir aussi quel type de pratique de groupe. Je viendrai dans la partie suivante. Il y a différentes façons de travailler en groupe. J'ai l'habitude de dire qu'il y a un peu une gradation, même si il n'y a pas vraiment d'échelle. Ça va de pas sous le même toit, mais on partage une secrétaire et on se remplace si besoin. Alors c'est le niveau 1, je veux dire, de la pratique de groupe et des échanges. Et puis, ça va vers des solutions totalement intégrées, telles que les maisons médicales, pluridisciplinaires, avec secrétariat, bâtiment collectif, etc., etc. Donc voilà, il y aura cette question-là à se poser. Et puis, rencontrer le terrain, c'est essentiel, rencontrer les médecins locaux. Si vous êtes médecin, de savoir, bah, tiens, où a-t-on besoin de moi, les paramédicaux également. Pour, non seulement pour être le bienvenu, mais ça, c'est de moins en moins fréquent, si je puis dire. Le fait que des médecins ne voient pas d'un bon œil l'installation de jeunes médecins, ça existe encore, mais c'est de plus en plus rare. Mais surtout, c'est pour voir tout simplement quels sont les besoins locaux. Et alors, quand je dis rencontrer le terrain, c'est très important aussi pour les paramédicaux, les élus, de créer un dialogue d'emblée avec les praticiens de la région où vous pensez vous installer. Vous pensez créer un. Ensuite, ben voilà, rencontrer le terrain, c'est le premier pas finalement vers l'étape suivante. La petite loupe signifie que je ferai un petit focus sur cette partie-là juste après. Ben, c'est constituer une équipe, constituer un noyau dur au départ. Alors nous, on a pour principe de partir d'un noyau dur de médecins, parce qu'on considère qu'un projet de cabinet médical sans médecin, c'est pratiquement mort, entre guillemets. Il y a des exceptions, il y a des exceptions dans tout ce que nous dirons ce soir, mais le principe, c'est d'avoir au moins un médecin de base dans la discussion et dans la création du projet. Donc, constituer un noyau dur, et très vite, évidemment, dans ce noyau dur peut être constitué d'autres paramédicaux. Hein. Moi, j'accompagne des projets où il y a d'emblée des infirmières, des psychologues, des secrétaires, très très importants aussi, qui sont autour de la table. Mais voilà, le noyau dur et les discussions, ne fût-ce que les prémices du projet, bah, c'est quelque chose que les médecins, sur le projet auquel je pense, réfléchissent depuis longtemps. Donc, un élément qu'on a tendance également à oublier très souvent, c'est d'identifier vos rêves, que ce soit ce qu'on appelle des rêves communs ou endeuillés, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ça, on y reviendra également, c'est une question de valeur. Si vous vous lancez bien en tête dans un projet, que vous ne savez pas ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire, vous allez très vite vous retrouver avec des collègues qui n'ont pas la même vision que vous, et ça peut créer une équipe qui ne tient pas la route, si je puis dire. Ça peut très vite être très compliqué. Et puis, bah, voilà, créer une charte des valeurs communes, de savoir ce que vous voulez faire ensemble, ce que vous voulez créer ensemble, ce que vous voulez construire ensemble. Je vais peut-être laisser la parole à Oriane pour présenter les étapes suivantes. Oui, voilà. Donc, avec Laurent ou avec nous, souvent, on a aussi un petit plan d'accompagnement qui peut être et qui est d'une grande utilité pour élaborer le projet. Et donc, ensemble, on vous aide et on oriente le projet en disant, ben voilà, on ne va pas commencer tout de suite par chercher le bâtiment, on va justement d'abord passer beaucoup de temps à travailler les valeurs et le rêve et tout ça, parce que en fait, ça va prendre 2-3 réunions parfois, mais ça permet
Après, de partir sur des bases sereines et que tout le monde soit bien au courant de ce que l'autre attend. On veut être une pratique de groupe comme ci, ou en fait, on avait vraiment envie d'une secrétaire et pas juste d'être une pratique de groupe. Et ça permet un peu d'aplanir toutes les éventuelles tensions. Et après, le concret peut aller très vite, en fait. On se rend compte que c'est plus évident et ça permet à ceux qui ont envie de sortir ou de rentrer dans le projet de rentrer ou de sortir de manière assez claire. Donc, définir ce projet est important. Et puis, choisir le modèle organisationnel. Ici, Laurent va vous présenter l'un ou l'autre modèle organisationnel. Nous, on va vous parler plutôt de l'ASI, voire de la maison médicale au sens fédération des maisons médicales. C'est pour ça qu'il y a une petite loupe, c'est que Laurent va repasser là-dessus après. Je te laisse. Oui, donc une fois que ces étapes seront franchies, on va rentrer vraiment dans le dur, hein. C'est vraiment rédiger les statuts, si c'est une SBL par exemple, rédiger un ROI, un règlement d'ordre intérieur, avoir des conventions de collaboration, que ce soit avec les paramédicaux, avec les médecins. Tout ce qui a été discuté en amont, finalement, c'est la concrétisation de toutes ces discussions, c'est les noter, c'est les marquer. C'est une étape qui est souvent oubliée par des médecins et des pratiques de groupe. Et pourtant, ça permet de noter certains éléments qui n'ont pas été abordés auparavant. Je pense par exemple à comment est-ce qu'on pose nos congés. Alors, ça n'a l'air de rien, mais quelque part, si vous êtes 5 médecins et qu'il n'y a aucune communication ensemble et qu'il n'y a pas de règles établies au départ pour savoir quand poser des congés, il y a certaines pratiques de groupe qui se retrouvent avec un praticien en été parce qu'il n'y a pas eu assez de dialogue et que tout le monde a plus ou moins posé ses congés. Voilà, c'est pas ce que les gens normalement attendent d'une pratique de groupe et c'est intéressant d'en discuter et après ces discussions, de l'écrire puisque les écrits restent. Rencontrer des partenaires locaux potentiels, voilà, il y a un noyau dur, il y a une équipe qui s'est constituée, il y a un projet qui émerge. C'est intéressant, c'est même important de rencontrer des associations actives dans le social et la santé, que ce soit bien sûr le CPS, c'est un des acteurs de premier ordre, mais aussi les plateformes de santé mentale, les plateformes de soins palliatifs, toutes ces ASBL qui sont actives dans les soins de santé sur les communes, et il y en a énormément. Et finalement, de rencontrer ce que nous, on appelle, milieu médical, le réseau, de faire connaissance du réseau local. Certains médecins, évidemment, qui travaillent depuis de nombreuses années sur le territoire le connaissent déjà, mais ils vous connaissent, vous particulièrement, mais il faut faire connaître le projet aussi. Et ça, c'est l'occasion peut-être de les inviter dans des petites réunions ou à manger sur un temps de midi pour qu'ils se présentent et faire connaissance pour savoir ce qu'ils peuvent vous apporter et vice-versa. Organiser une séance d'information générale, ou par métier, rechercher pour compléter l'équipe. Ça, c'est des étapes que l'on fait assez régulièrement avec Caroline et Oriane. On aide les communes ou les médecins à organiser ce type de séance d'information pour présenter, voilà, nous, on souhaite faire tel projet, on veut être une maison médicale, on veut être un centre médical monodisciplinaire, mais notre philosophie, c'est celle-ci. Voilà, ça dépend un peu comment est-ce que l'équipe et le projet se constituent. Et enfin, élaborer un plan financier. Là, je ferai un petit focus aussi sur les différentes modes de financement qui existent. Caroline et Oriane vous parleront aussi de la médecine au forfait, qui est vraiment une particularité. Vous en avez certainement entendu parler, donc on expliquera brièvement de quoi il s'agit. Mais dans une pratique du groupe, voilà, il y a différents modes de financement qui peuvent exister en interne. Et là, je ne parle même pas forcément du forfait ou du paiement d'une consultation à l'acte, donc le patient qui vient et qui paye sa consultation. Je parle bien de l'organisation en interne. Comment est-ce que vous faites pour faire fonctionner votre structure? Est-ce que vous payez des loyers, etc., mais je dirais. Donc, enfin, introduire les demandes de financement et de subsides. Si c'est une ASI, donc une maison médicale, il y a des subsides à la région wallonne. Il peut y avoir des subsides autres qui peuvent être demandés, ne fût-ce que parce que vous voulez faire de la santé communautaire et que vous avez identifié un appel à projet qui peut exister, par exemple la Fondation Bois-Baudouin ou autre, c'est peut-être le moment de dire, tiens, voilà. Alors, enfin, ça va en étonner plus d'un certainement, puisqu'on parlait d'équipe, on parlait de lieux, de rencontrer les partenaires. Pourtant, choisir le lieu d'implantation, le bâtiment est dans les dernières étapes. Pourquoi? Parce que ça nous est déjà arrivé en accompagnant des médecins
que le bâtiment dans lequel ils envisageaient de s'installer au départ, bien, il est trop petit, ou finalement le relais est trop important. Et plutôt que d'avoir essayé de rentrer dans un bâtiment coûte que coûte, ben, la question s'est posée à ce moment-là, de se dire notre projet il tient la route, on est solidaire, on a envie de travailler ensemble, le lieu il ne convient pas, plutôt que de tout laisser tomber, on se dit ok, eh bien on va trouver un autre bâtiment. Ça peut arriver. Et les communes ont un rôle à jouer en ce sens, puisque des bâtiments de pratique de groupe, ça peut vite être des bâtiments avec une surface assez conséquente, donc soit des praticiens, qu'ils soient médecins ou paramédicaux, ont l'esprit d'entreprendre et se lancent dans l'aventure d'être gestionnaire de bâtiments et de créer une immobilière. Soit ils n'ont pas les finances suffisantes, soit ils n'ont pas la volonté de devenir des gestionnaires à part entière de ce type-là. Et voilà, il peut y avoir des locations, il peut y avoir les communes qui peuvent mettre des bâtiments à disposition ou autres, ça c'est déjà vu et c'est très bien. Ne pas viser trop petit, ça clairement, c'est aussi un élément que l'on constate assez souvent parce que très vite les équipes s'agrandissent. Alors, il ne faut pas hésiter aussi à prévoir des bâtiments tremplins, de se dire, OK, on a trouvé ce bâtiment-là, il n'est pas top, mais de toute façon, pour apprendre à travailler ensemble et lancer le projet, on vient là, mais très vite, dans le même temps, on cherche un autre bâtiment où on a les démarches avec la commune, ou on est en train de construire nous-mêmes pour pérenniser notre projet, que toute l'équipe puisse y entrer. Donc, la mise en œuvre concrète, eh bien, ça c'est parmi les dernières étapes, hein, les questions logistiques, la répartition des locaux, qui va travailler où, quel matériel, qui achète le matériel, faire les contrats de travail pour les secrétaires et les coordinatrices, faire les conventions de collaboration avec les différents indépendants. Donc ça c'est vraiment la toute fin du processus. Et enfin, la démarche de location, aménagement des travaux, les travaux éventuels qui vont de pair une fois que le lieu d'implantation du bâtiment est choisi. Et l'ouverture, là, ça va de soi. Alors, passons à la partie suivante qui est créer sa pratique. On parle des valeurs à partager et se mettre d'accord sur la façon dont on discute des valeurs. Il faut déterminer la base de philosophie en fait, de votre travail. Et quand on parle de philosophie de travail, c'est aussi le partager en situation concrète. C'est une chose de parler de disponibilité pour le patient, par exemple, mais la disponibilité par le patient, ça peut être compris de deux façons. Ça peut être compris par « je suis disponible et si la salle d'attente est pleine, eh bien, je la vide même s'il est 21 h ». Et ça peut être compris par « je suis disponible pour le patient dans ma consultation, je prends le temps qu'il faut, mais je limite le nombre de patients pour justement pouvoir me concentrer sur les patients que je vois lors de mes consultations et pas devoir accélérer éventuellement le rythme. » Donc voilà, ces deux choses qui sont d'être disponibles pour le patient, évidemment, mais qui n'ont pas du tout la même concrétisation sur le terrain. Et là-dedans, je vous parlais tout à l'heure des rêves, des rêves endeuillés, des rêves qui vous est important, de votre sens de vie finalement. Pourquoi vous vous levez le matin? Alors c'est souvent quand on se pose la question qu'en fait on n'a pas la réponse, et c'est peut-être bien avant de lancer un projet de se poser ce genre de questions, de savoir mais qu'est-ce que vous voulez mettre en place et pourquoi vous voulez le faire? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement de votre métier et comment vous voulez le pratiquer? Ça peut aussi être à contrario, qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas faire? Ça peut fonctionner également de se poser ce genre de questions. Voilà, l'intention aussi. Vous voulez travailler en pratique de groupe, ok, mais entre autonomie et travail d'équipe, quelles sont les limites à ne pas franchir? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour collaborer avec des collègues? Ça, c'est aussi marquer les limites d'une collaboration. Et chacun n'attend pas les mêmes choses. Si vous partagez un même bâtiment que un de vos collègues a des attentes de type pratique de groupe totalement intégrée, mais qu'au final, c'est plus une colocation où vous louez le même bâtiment, mais vous vous parlez peu, inévitablement, il y aura des déçus et le projet peut fonctionner pour l'un, mais l'autre n'y trouvera pas son compte, vu que ce n'était pas ce qu'il attendait, ce n'était pas ce qu'il souhaitait au niveau de la dynamique. Donc, c'est important de traduire ces intentions en comportement, de passer des mots aux actes, donc entre le respect de soi
Et la disponibilité aux patients, voilà, quelles sont vos limites, quels horaires adopter, quelles règles pour la gestion des appels. Là, on rentre déjà dans quelque chose de beaucoup plus concret. Mais c'est intéressant de comparer vos façons de procéder avec vos collègues et de discuter sur ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez surtout pas faire et pourquoi ça vous pose éventuellement problème. Voilà, un petit dessin humoristique pour expliquer, voilà, nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui nous différencie, et si ces différences, elles sont compatibles. Voilà, la force peut être dans la différence, mais le tout est qu'elles soient compatibles. Alors, des valeurs, il y en a tant et plus. Hein. Moi, quand j'organise des séances d'information ou des animations de pratiques de groupe, parfois on réagit et j'invite les participants à réagir sur des mots-clés tels que ceux-ci. C'est toujours intéressant de confronter les points de vue. Que ce soit sur la santé communautaire, de savoir, tiens, est-ce que vous souhaitez faire de la prévention? Est-ce que vous voulez faire des plans de santé communautaire? Des plans de santé communautaire, je pense que Caro et Oriane en parleront un peu plus précisément tout à l'heure, mais c'est des actions de prévention et de promotion de la santé. Ça prend du temps, mais est-ce que c'est important pour vous? Comment vous souhaitez les intégrer? Ou est-ce que vous ne voulez pas en faire parce que vous voulez vous concentrer sur les consultations en tant que telles? Est-ce que vous souhaitez faire la formation continue est obligatoire pour les médecins, mais est-ce que vous voulez par exemple être actif au sein d'une université? Quel temps de travail vous souhaitez travailler chacun aussi? Souvent maintenant, les médecins s'installent en 4/5e temps, et le 5e temps, en fait, c'est une autre pratique différente, que ce soit en université, l'ONE, la PSE, donc médecine scolaire, etc. Donc c'est intéressant de confronter tout cela aussi pour de vos échanges. Alors, je vous l'ai dit en introduction, de nombreux degrés de mise en commun existent. Le degré de mise en commun dépend de plusieurs facteurs. Le contexte dans lequel s'inscrit le projet, le territoire, bien entendu, est-ce qu'il y a beaucoup de médecins, pas beaucoup de médecins, beaucoup de paramédicaux ou pas, des hôpitaux, etc. L'âge des médecins, l'âge des praticiens en général, la philosophie, la valeur personnelle et commune voulue. Voilà, tout ça va déterminer un peu quel est le degré de la pratique de groupe. Et c'est essentiel, c'est à vous de rejoindre ou de développer la structure qui répond le mieux à vos attentes. Et pour cela, il faut que vous soyez au clair avec vous, justement, aussi. Et pas sauter sur, je veux dire, la première pratique de groupe venue, si je peux caricaturer. Voilà, c'est peut-être intéressant de se poser un peu. Alors, quand je disais que il existait différents modèles organisationnels, voilà, je vais faire le tour, par exemple, ici, du plus intégré, donc ici à gauche, où vous voyez l'immobilier, le bâtiment dans lequel sont les praticiens, est partagé, le matériel est partagé, le secrétariat est partagé. Donc, ce sont souvent, dans ce type de modèle, des secrétaires qui sont employés par une ASBL, par exemple, qui est collective, et les patients sont partagés. Alors, petite précision, les patients partagés, soyons clairs, à 99% du temps, c'est un médecin traitant qui est en charge d'un patient. Quand je dis patientèle partagée, c'est en cas d'absence, de remplacement, de pseudo-urgence, enfin, pas trop parler d'urgence en médecine générale, mais ça peut arriver a fortiori en milieu rural, mais des souhaits qui ne peuvent pas attendre le retour de congé ou le retour d'horaire de travail d'un médecin, voilà, là par contre, on parle de partage de patientèle. C'est aussi l'intérêt de pratique de groupe. Mais parfois, voilà, autre modèle, l'immobilier en fait n'appartient pas à la pratique de groupe ou n'appartient qu'à quelques-uns des médecins et les autres lui payent en loyer. Et pourquoi pas, ça existe, c'est très fréquent. Un médecin qui a construit son bâtiment, qui loue à des confrères qui sont dans la pratique du groupe, et ceux-ci n'ont pas encore racheté ou ne souhaitent pas racheter des parts du bâtiment, mais ils partagent par contre le matériel, le secrétariat, parfois les patients ou pas, ça dépend. Voilà, ça c'est des patients qui sont plutôt partagés, où les échanges de patientèle sont plus fréquents. Donc, un autre modèle ici, où finalement, c'est un modèle qui peut exister aussi, c'est que les patients sont assez peu, je vais pas dire échangeables parce que le terme n'est pas très joli, mais les patients restent totalement attachés à leur médecin. Il existe parfois aussi des secrétaires qui ne sont pas partagés, mais ce n'est que le bâtiment qui est partagé. Enfin, ça pour dire. Et là, l'extrême droite de votre écran, enfin de l'écran, là, c'est
pas a priori une pratique de groupe. C'est des médecins qui ont chacun leur secrétaire, leur matériel, leurs patients. Tout au plus se téléphone-t-il quand ils partent en vacances pour dire est-ce que je peux envoyer mes patients chez toi et mettre un message sur mon répondeur. Et ça, c'est tout de même pas une pratique de groupe. Disons que le niveau 1, comme je vous disais tout à l'heure, de la pratique de groupe, c'est souvent des secrétaires partagés, ne fût-ce que par économie d'échelle. Pour engager une secrétaire à mi-temps ou à 2/3 temps, eh bien, des médecins se regroupent, ils ne sont pas forcément sous le même bâtiment, mais la secrétaire, qui parfois est en télétravail, parfois dans le cabinet d'un des médecins, prend les appels pour l'ensemble des médecins, et le patient dit, bah voilà, je voulais rejoindre, je souhaite un rendez-vous avec tel médecin, la secrétaire a l'ensemble des agendas. Et quand je dis que le rôle d'une secrétaire, d'une coordinatrice est essentiel, ben c'est elle le premier engrenage, le premier rouage dans cette pratique de groupe. Alors, un focus particulier sur les maisons médicales ASI. Oriane et Caro, je vais peut-être vous laisser présenter justement cette slide qui vous concerne tout particulièrement pour ce qui est des ASI, donc le modèle intégré. Donc, dans ce cas-ci, l'ASI, c'est une association de soins intégrés. C'est une association qui est subventionnée par la VIC, et la VIC reconnaît ce regroupement comme une ASI. Et pour être en ASI, il faut qu'il y ait un médecin, un kiné, au moins 2 médecins, un kiné et un infirmier au sein de la SBL. Et il faut aussi être en ASBL. Donc avec des statuts et des choses comme ça. Donc, on peut être une ASI sans pour autant être... sans pour autant faire partie de la Fédération des maisons médicales et sans pour autant être maison médicale. Et nous, on va vous présenter justement celles qui font partie de la Fédération des maisons médicales. Mais donc ici, de manière générale, l'ASI, le bâtiment sera géré par la SBL, qui soit la SBL est propriétaire, soit elle est locataire. Elle peut aussi avoir un bail amphithéotique, c'est ce qui se passe souvent avec les communes. À ce moment-là, donc, tout le matériel appartient à la SBL et est mis à disposition des praticiens. Certains praticiens arrivent déjà avec leur matériel et la SBL rachète le matériel. Les frais de fonctionnement sont collectivés et ça veut dire que aussi les praticiens pratiquent soit une location, soit une rétrocession pour assurer les frais de fonctionnement. Rétrocession qui varie entre 15 et 25% en fonction des AIC. Et les patients sont libres de choisir leur médecin traitant, mais sont invités à quand même consulter tout le temps le même médecin traitant. Et quand celui-là n'est pas disponible, imaginons le mercredi après-midi, il n'est pas disponible, il peut aller voir un autre médecin. Et donc c'est quand même, l'idée c'est que c'est pas un patient et 4 médecins, mais toujours un patient et un médecin. Voilà. Voilà. Oriane, vous parlez de rétrocession. Je vais justement faire un focus particulier sur ce terme et sur les modes de financement qui peuvent exister. Voilà, ça c'est un des modèles qui est finalement, comme son nom l'indique, une association de santé intégrée. C'est le modèle le plus intégré en fait qui existe. Et alors, ici un autre exemple, ce qu'on appelle en centre médical. Alors on fait le distinguo, pour bien se comprendre, on fait le distinguo chez nous entre centre médical et maison médicale. Maison médicale, on considère que c'est celles qui sont reconnues par la région wallonne, donc qui sont des ASI, des associations de santé intégrée. Donc la VIC, l'organe qui gère les compétences de la santé pour la région wallonne, subventionne ce type de structure. Oriane vous en parlera juste après, plus précisément. Quand on parle de centre médical, nous, on parle de justement ceux qui ne sont pas subventionnés, qui ne sont pas reconnus comme des maisons médicales, des AIC. Mais cela n'empêche qu'ils peuvent très bien être pluridisciplinaires, ils peuvent très bien faire de la santé communautaire. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas de subvention, subventions pour lesquelles vous devez rentrer toute une série d'obligations. On y viendra juste après. Mais vous pourrez très bien être en centre médical, pluridisciplinaire, loué un bâtiment. Alors, soit le bâtiment est propriétaire d'un médecin ou de plusieurs médecins ou de la commune. Le matériel est partagé, une mise en commun, les frais de fonctionnement sont collectivisés et les patients sont libres de choisir le médecin, mais ils sont invités à consulter les autres médecins de leur structure en cas d'indisponibilité, d'absence. C'est tout le principe aussi de faciliter les pratiques de groupe, de faciliter la flexibilité horaire, si l'enfant de l'autre est malade, si la crèche est fermée ou autre, si on veut partir en congé tout simplement, ou diminuer son temps de travail. C'est vraiment le principe des pratiques de groupe aussi, cet échange et cette flexibilité horaire. Donc,
Un petit focus sur le plan financier, justement. Alors, vous aurez bien compris que j'ai beaucoup insisté jusqu'ici sur les valeurs. Voilà, un médecin qui travaille avec nous, Oriane et Caro, sur le développement des pratiques de groupe, le docteur Laperche, insistait beaucoup sur ce point et il avait bien raison. C'est que bien souvent, quand des médecins se mettent autour de la table et pas que, ça parle d'argent, ça parle gros sous, ça parle de combien on va devoir payer, combien ça va nous coûter et ça oublie complètement l'aspect valeur. Et c'est une erreur. L'un ne va pas sans l'autre. C'est clair que c'est des questions qui vont revenir sur la table et qu'il faut aborder. Il faut être honnête avec soi et avec les autres. En revanche, ça devient compliqué si vous commencez par le financier et que vous oubliez de parler des valeurs. Alors, le système de fonctionnement à ce niveau-là, eh bien, le modèle le plus simple, c'est les loyers. C'est chaque prestataire, chaque médecin, chaque psychologue paye un loyer pour l'occupation de ces locaux. Alors, ça peut être des loyers payés à la demi-journée. Les paramédicaux, souvent, n'ont pas besoin d'un temps plein sur un seul centre médical. Ils ont leur bassin de patientèle qui est beaucoup plus large, ça c'est clair. Les médecins, c'est souvent des 4/5e ou temps plein. Mais dans ce loyer peut être inclus le secrétariat ou non, en fonction de qui veut un secrétaire ou pas, est-ce que vous voulez faire appel, avec les charges ou non. Ça, c'est le mode le plus simple. C'est ce qu'on appelle souvent le PAF aussi, le prix d'accès, c'est le loyer. Un autre modèle, c'est la rétrocession. Le prestataire, en fait, rétrocède X% de son chiffre d'affaires issu de ses consultations et de ses visites. D'autres actes peuvent être adjoints aussi dans cette rétrocession. Certains y mettent les gardes, les prestations ONE, médecine scolaire. Et cette rétrocession, elle peut être variable de 16, 18, 20, ça dépend un peu quels sont les besoins financiers de la structure collective. Donc, ça veut dire que si le médecin rentre 1000 euros de prestations lors de ses consultations à l'acte, eh bien, il rétrocède 15, 16, 17%, ça dépend. C'est vraiment très variable en fonction des années aussi, de son chiffre d'affaires à la structure faîtière, à la SBL. Et cette rétrocession, elle sert à payer les frais communs. Donc, souvent, c'est la location du bâtiment, c'est les secrétaires, c'est le matériel. Et tout ça, évidemment, dans le plan financier, ça doit être chiffré. Dernier modèle assez courant, ce qu'on appelle le pooling. En fait, la structure faîtière centralise les avoirs et les redistribue selon des règles établies. Donc, c'est une mise en commun de tout. L'avantage qu'on peut trouver avec ce système, c'est que du coup, la rétrocession, une sorte de rétrocession inversée, ça peut permettre en fait de payer notamment d'un tarif à l'heure. Certaines pratiques de groupe fonctionnent comme cela, c'est devenu assez rare, mais ça existe, de payer à l'heure. Alors évidemment, ce qui est intéressant dans ces systèmes-là, c'est que ça valorise aussi le temps de travail qui n'est pas de la consultation, que ce soit l'accompagnement d'assistants, que ce soit les projets de santé communautaire, etc. etc. Alors, je terminerai rapidement avec les différents types de structures juridiques. Puisque ça aussi, c'est une question finalement qui revient assez souvent, c'est oui, mais comment est-ce qu'on se rassemble, quelle entité? Alors, quand on est en pratique solo, finalement, la question est assez simple. Souvent, les jeunes médecins commencent en indépendant personne physique, et très vite, sous les conseils de leur comptable, ils passent en société, en SRL. En collectivité, la question est tout autre. Le médecin reste souvent en société lui-même, mais soit il peut faire une association de fait, soit une SBL, soit une société collective à responsabilité limitée. Alors, l'association de fait, ce qu'on appelle aussi société simple ou association de frais, les trois termes existent. Clairement, c'est le niveau zéro du regroupement, puisqu'en fait, il n'y a pas de personnalité juridique. Une association de fait, c'est rien grand-chose, finalement. C'est vous et moi, on décide de vendre des glaces sur le bord de la rue, on met de l'argent dans une cagnotte et on achète nos produits, on les vend, et les bénéfices, on les repartage. Mais il n'y a pas de statut, il n'y a rien, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de formalité, il n'y a aucun frais de constitution, il n'y a pas de frais de modification. Voilà, c'est très simple, personne ne se prend la tête. OK. L'inconvénient de ce type de structure, c'est que la responsabilité, elle incombe directement aux personnes qui ont créé cette association. La responsabilité collective et personnelle des membres de l'association, en fait, est engagée. Donc, il y a un risque accru en cas de conflit avec un employé, par exemple, s'il y a un problème de barème, s'il y a un problème, je ne sais pas moi, imaginons qu'on ait vendu des glaces et que il y a un problème d'intoxication avec un patient. On ne va pas parler d'erreur médicale, ce n'est pas du tout le projet, mais
continuer mon analogie, il n'y a pas de structure fêtière, il n'y a pas de paratonnerre, en fait. C'est-à-dire que s'il y a des dettes, parlons plutôt de dettes, le huissier va se tourner individuellement vers chacun des membres de l'association de fête qui est totalement responsable. C'est tout à fait le contraire avec la SBL, en fait. La SBL, c'est une sorte de paratonnerre pour toute une série de responsabilités. Il n'y a pas d'acte notarié obligatoire pour la constitution d'une SBL. Les frais de constitution sont très limités. C'est une petite centaine d'euros pour enregistrer des statuts de la SBL. La responsabilité, maintenant, est limitée des membres. En fait, la SBL a un patrimoine propre. Donc, si le conseil d'administration a fait sa gestion, il y a ce qu'on appelle des charges aux administrateurs. C'est la SBL qui prend en charge les erreurs et conflits éventuels, et les ASBL ont une fiscalité plus avantageuse aussi que les autres structures. Alors, évidemment, constituer une SBL n'est pas horriblement compliqué, mais c'est un peu plus compliqué que de juste se mettre ensemble et de faire une cagnotte. Il y a des obligations comptables et administratives. Il y a nécessité de publier des statuts, déjà, d'une part, et de les mettre à jour. Il faut tenir une assemblée générale tous les ans. Et en cas de dissolution de la SBL, l'actif net, la trésorerie de la SBL sera transféré à une association qui vise un objectif similaire. Donc, il n'y a pas de dividende, à contrario. La société à responsabilité limitée, donc ça c'est une société, voilà, ça peut être l'objet médical ici, évidemment il existe des sociétés pour plein d'autres choses. Tous les associés ne sont responsables de la concurrence du capital qu'ils ont apporté. Il n'y a pas de capital à libérer. Et la constitution d'une société requiert un acte notarié, en revanche. Et il y a une obligation comptable et administrative qui est plus lourde que pour un indépendant en personne physique. Ça, c'était à la grosse touche. Alors, le mieux, sincèrement, et ça, c'est la première chose que l'on dit aux praticiens, aux médecins que l'on accompagne, c'est de vous adresser à votre comptable qui analysera votre situation. Il est très fréquent, nous, quand on accompagne les médecins, qu'il y ait un clerc de notaire, un notaire ou un comptable autour de la table et qu'on réfléchisse ensemble à quelle est la meilleure solution en fonction des ingrédients que nous apportent les médecins. Voilà, ça je pense que c'est un reliquat d'autres choses. Voilà pour ma partie. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. J'ai un peu de retard. Caro a fait le topo. Est-ce qu'on en parle maintenant ou on attend la séance questions-réponses à la fin? On va peut-être commencer, donner un petit temps de respiration, répondre à quelques questions. Oui, je vais les passer en revue. Je vais déjà répondre et en fonction, Laurent, tu complètes. D'accord, je t'en prie. Alors, première question qui a été posée, c'est pourquoi certaines zones n'entrent pas dans l'obtention des primes. Ce qu'on peut déjà vous répondre comme ça simplement, c'est qu'elles ne sont pas identifiées en pénurie, à tort ou à raison, et que des dérogations peuvent être demandées dans le mois qui suit l'officialisation de la liste. Pour faire simple. Donc, on parle essentiellement de la prime Impulse CO1. Et alors, Laurent, tantôt, a parlé de la prime de la province du Luxembourg. La prime, c'est plutôt une possibilité quand on est accompagné pour un projet dans la province du Luxembourg, que ce soit via la Fédération des maisons médicales ou via Santé Ardennes. La Fédération, via Santé Ardennes, propose aussi une prime, et ça, c'est propre à la province. C'est la province qui a débloqué le fonds. Effectivement, pour compléter, il faut comprendre comment sont déterminées ces zones en pénurie. C'est les cercles de médecine générale qui sont appelés par la VIC, la région Wallonne, à cadastrer leurs médecins, à dire qui travaille où, combien de temps. Et en fonction de cela, ils font un prorata du nombre de médecins en personnes physiques et même pas en temps de travail. Donc, c'est déjà un premier biais assez conséquent. C'est du nombre de médecins par 100 000 habitants. Donc, la première chose pour avoir une dérogation, c'est de vous adresser au cercle de médecine générale qui travaille sur le territoire, de voir un peu comment est-ce qu'ils ont justifié les zones en pénurie ou pas. Et puis, effectivement, des dérogations peuvent être demandées, ne fût-ce que par rapport à l'âge moyen des médecins, qui n'est pas forcément pris en compte.
Donc, nous, sur notre territoire, on a demandé des dérogations pour 5 ou 6 communes parce qu'on Les, sait que la les moyenne mises à est jour de importante. l'Impulséo, c'est chaque année, hein. Donc ici, ça date Oui. de 2021, la dernière. Bon, pour plus de détails, on rentrera dans les détails encore plus détaillés avec vous, Oui, oui, l'accompagnement des si. projets, hein, mais c'est vrai qu'on a... Alors, deuxième question, il y avait que peuvent faire les citoyens pour soutenir un projet de maison médicale? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'interpeller vos élus locaux et de discuter avec eux, de profiter des périodes préélectorales. C'est toujours un bon moment pour pouvoir le faire aussi. Je peux englober par Euh, élu local, donc on entend le CPS, effectivement, parce que certaines maisons médicales, par exemple celle de La Roche, vous pouvez peut-être aussi rencontrer le CPS de La Roche, voir comment ils ont fait, mais ont été créés sous l'impulsion du CPS ou de la commune. Ici, on a ici présente la commune de Douache, qui d'ailleurs est en recherche, va créer une séance d'information aussi et cherche effectivement des médecins pour travailler chez eux. Et donc, la commune de Douache, elle, par exemple, met déjà à disposition un bâtiment. Ah, voilà, je vois que votre micro met déjà à disposition un bâtiment. Et voilà, on a d'autres exemples comme la commune de Libin ou de Saint-Hubert, où le bourgmestre et les élus locaux se sont vraiment appropriés la question de la pénurie et peut-être sous l'impulsion des élus, des citoyens qui ont voté pour eux, ou juste, voilà, ils ont beaucoup bougé, donc on a pas mal d'exemples. On est aussi des belles communes qui ont fait d'excellentes collaborations pour et ça. qui ont en tout cas, donc c'était une autre question sur quel est le pouvoir des élus locaux en matière de santé. Ben, c'est de toute façon au minimum de pouvoir réunir les différents acteurs, de prévoir des aides ciblées, éventuellement de pouvoir aussi mettre des missions en termes de santé dans le cadre de leur plan de cohésion sociale. Voilà, donc je pense que il y a quand même, il n'y a pas nécessairement de fonds particuliers qui sont prévus dans les communes, si ce n'est ceux qui vont décider de mettre en fonction de la pénurie qui est plus ou moins euh, euh, Importante. importante et si les élus locaux s'en saisissent pour pouvoir en faire quelque chose et décident d'y faire quelque chose. Alors, il y avait une autre question qui était où trouver les acteurs de santé qui veulent s'investir dans un projet de maison médicale. Là, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est vous renvoyer à la Fédération des maisons médicales et vous pouvez, ne fût-ce qu'en donnant un coup de téléphone à la Fédération des maisons médicales qui se situe à Bruxelles, on vous mettra en contact. Mais donc, en fait, au terme aussi de cette séance d'information, vous allez recevoir les présentations, entre autres, par la Fédération des maisons médicales. Et il y aura nos Aussi, coordonnées. oui. Il y aura nos coordonnées, ainsi que les coordonnées de Laurent Dutrieux. Et si le projet Fédération des maisons médicales et maisons médicales comme tel vous intéresse, nous, on peut vous mettre en contact avec des projets qui sont parfois déjà en cours. Par exemple, à Erpan, ils cherchent un médecin. À Douache, ici, ils cherchent des médecins, des projets qui fonctionnent. Et donc, on peut vous mettre en contact avec des projets en cours ou bien vous mettre en contact les uns les autres. C'est vrai que c'est un des gros avantages de travailler des visous quand on se voit, c'est qu'on peut mettre directement tout le monde en contact. Ici, un des gros avantages d'être en Zoom, c'est que vous êtes plus nombreux et du coup, ben, voilà, ça va se faire par personne interposée, allez, par mail interposé, quoi. Je vous Et mets en alors, commentaire également en fait sur le site de Santé Ardennes pour ce qui est des projets qui existent sur la province de Luxembourg. On a créé un petit moteur de recherche, une petite cartographie de tous les projets qui cherchent des collaborateurs. Donc on a un module comme ça où les médecins, mais aussi parfois les communes, voilà, mettent en place un projet et vous êtes les bienvenus pour vous adjoindre à eux. Le mieux, c'est de Évidemment que au niveau local, le mieux, c'est de se tourner vers les médecins généralistes, hein, c'est de voir un peu ce qu'ils souhaitent faire. D'ailleurs, je rebondis sur une des questions de tout à l'heure. Comment créer une maison médicale? De prime abord, je dirais de faire très attention, de ne pas venir auprès des médecins en disant pour construisez, créer une maison médicale. Parce qu'en fait, le terme est parfois mal compris. Moi, je préfère que vous parliez de pratique de groupe. Parce que là, du coup, vous désamorcez une situation qui pourrait être très mal comprise. Certains médecins généralistes, on va y venir tout à l'heure, confondent parfois médecine générale au forfait avec maison médicale, et on risque de corrompre le dialogue d'emblée, alors que finalement, la pratique de groupe, comme je vous l'ai dit, c'est parfois juste engager une secrétaire ensemble. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà décharger le travail administratif et c'est déjà permettre au médecin de voir un peu plus de patients et de faire son travail en tant que tel.
Alors, il y a une petite question ici qui vient d'apparaître. Est-ce que le constat est similaire dans d'autres provinces et régions? Évidemment. Ici, nous, on a créé cette séance avec Laurent qui représente la province du Luxembourg. Nous, on travaille aussi en province de Namur et on a des collègues qui travaillent dans le Hainaut, dans le Liège, dans Brabant-Wallon, en province de Liège. Et Bruxelles. Et Bruxelles. Et donc, on peut vous mettre en contact avec des personnes qui travaillent dans ces zones-là et elles vous mettront en contact avec des projets existants ou en création ou bien juste avec d'autres personnes cherchant à créer une maison médicale. Ça, c'est pour malheureusement la casquette de Laurent qui, nous trouvons, est formidable et un super collaborateur. Malheureusement, elle n'existe pas encore réellement dans les autres provinces. Et ça, c'est un de nos plaidoyers futurs avec Laurent, c'est d'aller interpeller les politiques régionales pour que ça soit un peu débloqué au niveau de la région wallonne, de belles collaborations comme ça. Toutes les provinces de Luxembourg, toutes les provinces n'en font pas autant que la province de Luxembourg, malheureusement. Mais effectivement, voilà. Et je vois une autre question, mais peut-être après, on va embrayer sur votre partie très rapidement. Est-ce que les paramédicaux peuvent travailler? Est-ce que tous les paramédicaux peuvent travailler ensemble? Est-ce qu'il y a des restrictions par l'ANAMI? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question. Ce que je peux dire, c'est que tout ce qui est association première ligne, deuxième ligne, en tout cas au sein d'une même ASBL, au sein d'une même structure collective, n'est pas autorisé, selon ma connaissance, tout simplement parce que ça pourrait être considéré comme une polyclinique. Maintenant, effectivement, je connais des biais. Il y a une antenne polyclinique à droite, il y a un cabinet de pratique de groupe à gauche, et il y a une porte commune, mais c'est deux entrées différentes. Voilà, la personne explique cela aussi avec l'audioprothésiste dans une pharmacie. Ce qui est certain, c'est que le médecin, très rapidement, va se poser la question de quel est son intérêt d'avoir tel ou tel praticien. Souvent, c'est les mêmes professions qui reviennent. C'est infirmier, kiné, psychologue, logopède, sage-femme. Tout ce qui est plus de l'ordre, justement, comment dirais-je, du plus technique. Alors, je connais assez mal le métier d'audioprothésiste, désolé, mais je vais prendre l'exemple de dentiste, par exemple. Les dentistes et les médecins, alors certes, ils sont très importants tous les deux, mais au niveau collaboration et au niveau discussion autour du patient et synergie, c'est moins courant. Alors, il y en a qui partagent des bâtiments, mais ils sont colocataires. Ils ne sont pas dans la même pratique de groupe. Même le secrétariat n'est pas le même. N'est pas du tout. Ça peut quand même aller vraiment. Pour moi, c'est vraiment ça peut dans la collaboration, dans la colocation, mais au niveau dynamique, un dentiste et un médecin discutent relativement peu par rapport à une infirmière, un kiné et un médecin, quoi, tu vois. La dynamique. Mais après, on a des maisons médicales comme par exemple celle de Libin où il y a énormément de paramédicaux qui travaillent au sein des maisons médicales. Et donc voilà, il y a des possibilités, il y a différents exemples. Et on vous invite vraiment, si c'est votre projet, d'aller picorer, quel que soit, que ce soit une pratique de groupe ou une maison médicale, d'aller picorer les idées à gauche, à droite, parce que ça permet vraiment de savoir ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire. Oui, le plus important, c'est de voir justement, je disais, l'apport que vous allez amener à la maison médicale, et c'est toujours une question justement de valeur. Que vous identifiez aux valeurs et que les médecins perçoivent je veux dire, votre métier comme une valeur ajoutée par rapport pour leurs patients et pour la région. Mais il y a énormément de corps de métiers différents qui travaillent dans la maison médicale, clairement. Voilà, on va passer à la partie de... Et alors, il y avait encore une question qui était, est-ce qu'on peut faire des ASI sur plusieurs sites? Évidemment, on peut faire des ASI sur plusieurs sites. Maintenant, il faut juste savoir que quand c'est une même équipe qui a deux sites, elle n'aura pas deux fois les primes ni les aides de la VIC. Elle ne les aura qu'une fois. Et donc, souvent, c'est quelque chose qui est utilisé pour être plutôt amorcé à démarrer un nouveau projet d'ASI. Et donc, dès qu'elle a trouvé son autonomie, elle peut faire la demande d'agrément elle-même de son côté. Oui, il existe effectivement plusieurs exemples. Je connais par exemple la maison médicale de Fauvilliers qui a une antenne à Martelange, tout simplement parce que l'ensemble de la patientèle de Martelange n'avait plus de médecin et que la commune a mis à disposition un bâtiment. Donc c'est une antenne de la maison médicale de Fauvilliers qui est sur la commune d'à côté. C'est un même bassin de vie. Donc, et voilà, il y a deux modes de fonctionnement qui peuvent exister, soit comme l'a dit Caro, l'antenne finit par voler de ses propres ailes, soit elle reste dans le giron de la maison mère, si je puis dire. C'est deux philosophies de travail différentes, chacune a son avantage et ses inconvénients. Voler de ses propres ailes, c'est travailler en toute autonomie, c'est développer une nouvelle équipe, un nouveau projet. Travailler dans le giron 2, c'est collectiviser les besoins financiers, les secrétariats,
Et bon, donc voilà, coordonner une maison médicale, ce n'est pas rien. Donc, ça peut être quand même une rampe de lancement intéressante. Et Voilà, sans plus enfin, attendre. moi, je vais juste faire un petit commentaire parce que j'étais responsable de bien noter les inscrits. Il y a eu plusieurs personnes que j'ai interpellées parce que, dans un chat personnel parce que je ne voyais pas leur nom apparaître. Donc, regardez un peu si vous n'avez pas eu un petit message personnel de moi dans le chat. Si vous pouvez me redonner votre nom, votre prénom et votre adresse mail, comme ça, je compléterai ma liste des inscrits. Alors, nous Merci. allons vous parler, Caroline et moi, d'un exemple de pratique de groupe qui est la maison médicale. Donc, en Wallonie, les maisons médicales sont pour la plupart associations de soins intégrés. Donc, c'est l'AVIC qui les reconnaît comme telles et leur permet des subsides. Comme justement dit par quelqu'un d'autre dans le chat, les ASI peuvent aussi ne pas être maison médicale ou faire partie d'une autre fédération de pratiques forfaitaires ou des choses comme ça. Mais nous, on va vous parler ici, on est là pour la fédération des maisons médicales. Donc voilà, l'objectif de la soirée, déjà, c'est de reclarifier le concept de maison médicale, c'est pas toujours très clair, d'expliquer l'avantage d'être en ASBL ici, l'avantage du modèle, faut voir comment et où s'installer, présenter un peu ce que c'est que la fédération des maisons médicales et les intergroupes locaux, voir un peu les modalités de l'accompagnement que nous proposons, et puis on se référera à vos questions que Laurent va noter. Alors, qu'est-ce que le concept de maison médicale? Ça, on va vous l'expliquer à deux. Pour le moment, on est à 133 inscrits. Donc, vous voyez ma petite flèche apparaître, Laurent? Oui. On est à 133 inscrits de maisons médicales à la Fédération des maisons médicales. Donc, on est dans ces eaux-là. Et donc, il y a 80% des maisons médicales qui travaillent au forfait et 20% à l'acte. Nous, on a un intergroupe dans la zone du sud namurois et du Luxembourg, dans lequel on a une dizaine de maisons médicales. Et dans la dizaine de maisons médicales, il n'y en a que 3 qui sont au forfait aujourd'hui. Et donc, le forfait est souvent retrouvé dans les grandes villes et de plus en plus, les maisons médicales en zone rurale commencent à l'acte et voilà, et parfois restent à l'acte et parfois passent au forfait, mais pas systématiquement. Ce qu'on vous expliquera tout à l'heure, c'est voilà, le choix du forfait ou de l'acte, c'est que ça n'est pas une fin en soi, c'est un moyen en fonction des objectifs qu'on veut se mettre dans le cadre du projet. Et donc, c'est ça qui nous fait décider si on va vers le forfait ou vers l'acte. Alors, on retrouve plusieurs valeurs au sein de la Fédération des maisons médicales et on ne se reconnaît pas dans toutes les valeurs, mais certaines valeurs peuvent faire partie du projet: équité, justice sociale, interdisciplinarité, participation des patients, solidarité, citoyenneté, à l'acte ou au forfait, en autogestion. Donc voilà, l'autogestion, ça c'est une nécessité dans les maisons médicales. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction qui a la hiérarchie sur une autre fonction. Dans l'OA ou dans l'Assemblée générale de la SBL, toutes les fonctions ont une valeur équivalente et la maison médicale doit décliner l'autogestion et donc une certaine horizontalité de prise de décision à sa manière. Et donc ça, c'est vraiment propre à la créativité de chaque maison médicale. Donc dans une maison médicale, il y a d'office médecin, kiné et infirmier. Ça, et accueillant. Et ça, il les faut pour obtenir l'agrément ASI. Et puis, se déclinent des assistants sociaux, des psychologues, des nutrithérapeutes et toutes les possibilités en fonction aussi des nécessités vues. Maintenant, c'est vraiment des soins de première ligne qui sont valorisés parce que voilà, c'est là qui sont les besoins. Et alors, on parle de JICA pour global, intégré, continu et accessible. Et toi, tu as refait un petit résumé. Oui, voilà. Donc, ce qu'on entend par soins globaux, c'est de considérer la personne dans sa globalité et donc de tenir compte de tous les aspects, qui soient les aspects psychologiques, les aspects familiaux, sociaux, économiques, qui peuvent influencer sa santé. Alors, par intégrer, on entend d'intégrer tous les types de soins, à savoir les soins curatifs, les soins préventifs, donc par des campagnes de prévention, des dépistages, des soins sous forme plutôt de santé communautaire, où on va intégrer autant le réseau que les patients, que les travailleurs, pour faire des projets collectifs en relais de ce qu'on peut faire au niveau individuel. Et c'est aussi tous les aspects plus palliatifs qui sont repris ici. Alors, dans ce qu'on entend par continu, c'est l'idée vraiment que la logique est d'être dans une logique de suivi à long terme et de s'assurer d'avoir toujours un relais au niveau des collègues, puisque les dossiers médicaux sont partagés avec les différents collègues de médecins de l'équipe.
Alors, au niveau de l'accessibilité, c'est une accessibilité tant au niveau financier, donc pardon? Tous les travailleurs sont conventionnés et donc le but c'est que les patients aient accès, aient accès aux... Voilà, donc c'est une accessibilité financière, une accessibilité de lieu. On essaye toujours de se créer dans des endroits qui sont assez centraux, qui sont accessibles par les moyens de transport pour permettre à un maximum de personnes de venir. Et aussi une accessibilité dans le sens où on ne refuse personne, si ce n'est d'être limité par un nombre de patients maximum qu'on va pouvoir gérer. Mais on n'a pas de limitation, que ça soit d'origine religieuse ou... demandeurs d'asile, voilà, des choses comme ça. Voilà. Alors, donc on a donc bien insisté sur la question de la prévention et de la promotion de la santé communautaire. Donc, l'idée, c'est donc de ne pas faire juste soigner la maladie, mais de parler aussi de tout ce qu'on peut faire avant que la maladie n'apparaisse. Alors, évidemment, un médecin généraliste en pratique de groupe ou seul le fait déjà. Ici, il y a aussi des subsides de l'AVIC et aussi une volonté de la Fédération des maisons médicales de partager des bonnes techniques pour organiser des campagnes de prévention et de promotion de la santé communautaire. Et alors, souvent, on essaye d'intégrer les habitants du quartier et le réseau local, comme on l'a déjà dit. Donc, les soins de santé primaire, on vous en a parlé. Encore peut-être une information au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, c'est de vous dire que une des choses qui est super importante en maison médicale, c'est que tous ces soignants-là soient sous le même toit. Et c'est vraiment le fait d'être sous le même toit, d'avoir des réunions hebdomadaires, de se croiser régulièrement, qui fait sens dans un projet de maison médicale. Et donc, l'idée n'est pas de se retrouver sur plusieurs sites pour être dans une même équipe. Parce qu'il y a les réunions formelles et puis il y a tout l'informel. Il y a le manger ensemble, se croiser à l'accueil ou bien, moi, souvent, je fais venir la kiné quand j'ai des questions par rapport à un patient ou la psy en consultation, l'assistante sociale, on fait des consultations ensemble. Donc, le côté informel joue aussi est assez intéressant dans la prise en charge du patient. Voilà. Et alors, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de... voilà, déjà, premièrement, dans le cadre de la déclaration d'Alma-Ata en 78 et puis dans les recommandations de l'OMS en 2008, où il a vraiment été mis en évidence que le fait d'être en travail pluridisciplinaire pouvait faciliter au niveau du soin des patients, de les aider à retrouver la santé et le bien-être. Donc, on a déjà parcouru pas mal de choses, hein, mais donc... l'objectif de la maison médicale, c'est de soutenir la santé, et pas juste de soigner la maladie, mais soutenir la santé d'une population dans un territoire défini. Alors souvent, la maison médicale, elle se crée dans une zone en pénurie qui est encaquée dans plein d'autres zones en pénurie, mais il faut à un moment se limiter à un territoire, et à un moment, il faudra aussi se limiter à une population, parce que pour bien soigner, on ne sait pas soigner tout le monde. Donc voilà. Le partenariat, souvent, il y a d'office des partenariats étroits avec la commune, le CPS, les hôpitaux, le service de santé mentale, l'ONE, les plannings familiaux. Et dans les partenariats, c'est notamment parce que dans le cadre de l'agrément, il nous est demandé d'avoir automatiquement au minimum une convention de collaboration très étroite avec un service social et avec un service psy. Et donc souvent, les équipes ne savent pas en avoir au début. Ça arrive très souvent qu'au bout de quelques années, ça soit intégré dans le projet et dans l'équipe. Mais donc au démarrage, c'est toujours en partenariat avec les services psychosociaux de la région. Alors, donc la Fédération des maisons médicales, elle comprend des maisons médicales qui fonctionnent en autogestion. Donc, je vous l'ai expliqué tantôt, donc c'est tout le monde sur le même pied d'égalité et tout le monde a la chance ou l'absence de chance d'être élu à l'OA, le CA. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Alors, c'est une ASBL qui relève du secteur privé. On attend... Ça, au niveau ASBL, c'est parce que c'est une obligation légale dans le cadre de l'agrément. On est obligé d'être en ASBL. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, voilà, c'est non négociable pour pouvoir avoir l'agrément ASI. Et donc, dans les obligations au niveau aussi de l'agrément ASI, on a l'obligation d'avoir des réunions hebdomadaires de minimum 1 heure par semaine avec tous les soignants, toute l'équipe en fait. Donc, ce n'est pas avec un représentant par secteur, c'est avec vraiment toute l'équipe. Et voilà, les autres choses, je vous les ai déjà dites. Donc, financement, donc 2 possibilités. Donc, le but, c'est de servir le fameux JICA, global, intégré, continu et accessible, et que ce soit cohérent avec les valeurs et le travail d'équipe. Alors, 2 possibilités, soit on fonctionne à l'acte, soit on fonctionne au forfait. Donc, à l'acte, il y a la seule obligation pour tous les soignants d'être conventionnés.
On constate que, avant, on pratiquait largement le tiers payant. Maintenant, depuis 2023, c'est carrément systématique, même pour les travailleurs qui ne sont pas en maison médicale. Et donc, voilà. Et alors, de l'aide médicale urgente aussi pour les personnes d'origine étrangère ou les personnes qui bénéficient du CPS. Et donc, la pratique du tiers payant se fait aussi pour les soins, donc autant médecin, kiné que infirmier. Ça n'est pas limité aux soins médecins. Ouais. Voilà, donc la pratique à l'acte, voilà, c'est une possibilité avec la possibilité donc de rétrocéder une partie des recettes à l'acte pour le bon fonctionnement de la maison médicale. Et comme Laurent l'a dit, en général, la rétrocession, c'est entre 15 et 20 à 25%. Mais ça dépend, souvent au démarrage, on rétrocède plus et puis et petit à petit, on revoit les montants de la rétrocession. Alors, la pratique forfaitaire, ça, je vais te laisser l'expliquer, elle est largement plus connue et parfois, elle fait un peu peur aux médecins parce que, voilà, c'est parfois plus difficile de travailler avec une maison médicale au forfait. Et donc, le principe, il est assez simple. C'est simplement que les patients doivent être inscrits dans une mutuelle. Et la mutuelle, voilà, tout le monde remplit une partie de son contrat. Les patients s'inscrivent à la maison médicale, autant pour les soins médecins, kinés que infirmiers. La mutuelle va payer à la maison médicale un montant forfaitaire tous les mois, que le patient vienne ou qu'il ne vienne pas, qui est calculé sur une moyenne en fonction des spécificités de la population qui est vue dans la maison médicale. Donc, il y a toute une série d'items qui sont revus annuellement et qui font évoluer un petit peu le forfait. Imaginons qu'on ait beaucoup de patients diabétiques de plus de 60 ans, et ben, le forfait sera plus élevé que si on a beaucoup de patients jeunes de moins de 15 ans, quoi. Et donc, la mutuelle verse en fonction de ce qu'elle estime nécessaire, elle verse mensuellement à la maison médicale une somme en fonction de ce qu'elle estime nécessaire pour combler les soins médecins, kinés et infirmiers. C'est pas la mutuelle qui fait l'estimation, c'est l'INAMI qui fait l'estimation une fois par an et qui refait les calculs. Et alors, la maison médicale, elle va s'engager à dispenser les soins médecins, kinés, infirmiers. Et si, imaginons que le patient ait besoin d'un soin kiné tout à fait spécifique qui ne peut pas être donné au niveau de la maison médicale, par exemple de la kiné uro et que le kiné ne le ferait pas, alors dans ce cas-là, il y a des conventions qui sont faites qui permettent que le patient puisse être soigné quand même par rapport à ce dont il a besoin et que ça soit alors la maison médicale qui fait office de mutuelle et qui va rembourser directement le soignant. Et donc, dans ce cas-là, on prend contact avec le soignant et on s'organise avec lui pour qu'il facture directement à la maison médicale. Et non plus à la mutuelle. Donc, c'est un contrat, donc c'est-à-dire que le patient signe un contrat avec la maison médicale. Voilà, mais c'est un contrat pour lequel le patient peut se défaire aussi rapidement qu'il s'inscrit dedans. Et donc, en fonction des mutuelles, on peut se désinscrire à partir du 1er du mois suivant et dans certains cas au 1er du trimestre suivant. Mais je pense que ça n'existe même plus, que maintenant c'est directement au 1er du mois suivant. Donc, voilà, ça permet quand même d'avoir une bonne souplesse et d'être lié, voilà, enfin voilà, on peut s'en défaire aussi vite qu'on le souhaite. Donc le paiement est fixe mensuel par personne inscrite, ça on l'a dit tantôt. Ça correspond aussi aux profils socio-sanitaires de la population et du travail, et c'est calculé une fois par an par l'INAMI. Alors, quels sont les avantages pour un usager, un patient d'être en maison médicale? Déjà, l'accessibilité géographique et financière dont on a déjà parlé. Le savoir et l'expertise de chaque soignant, ça, voilà. Et alors, l'augmentation des compétences disponibles, la qualité des soins optimalisée, démontrée, à savoir que, voilà, que par exemple, la précédente ministre de la Santé avait fort remis en question la pratique forfaitaire parce que ça nécessitait de certaines dépenses pour les mutuelles et l'INAMI. Et il a été démontré, par exemple, que le fait que le patient puisse venir gratuitement un nombre illimité de fois sur l'année fait en sorte que la deuxième ligne est moins consultée. Et en fait, globalement, l'enveloppe des soins du patient est moins élevée quand il est dans ce genre de pratique parce que voilà, il s'adressera plus facilement à la première ligne. Et donc voilà, l'idée c'est qu'elle soit à l'acte ou au forfait, vraiment de rendre la première ligne accessible pour autant que possible traiter et éviter de s'adresser trop vite à la deuxième ligne, quoi. Alors, que la coordination des soins soit assurée, on a donc effectivement des réunions de coordination et c'est vraiment, on le constate en tout cas avec les infirmiers qui travaillent en maison médicale, un plaisir de pouvoir facilement s'appeler l'un l'autre quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le patient. Et du coup, la sécurité
la santé physique est renforcée. Donc, le patient a aussi la possibilité de s'impliquer, que ce soit dans les projets de santé communautaire ou bien dans certaines assemblées générales et même parfois dans certains CA ou OA, il peut s'impliquer. Alors, pour les travailleurs, je continue à parler, mais Oui. pour les travailleurs, c'est assez agréable d'avoir cette complémentarité des regards et des compétences, déjà pour mieux soigner le patient, partager les responsabilités, les pratiques et s'enrichir de la pratique de chacun. Alors, c'est quand même assez propre à toutes les pratiques de groupe, c'est assez gai quand on est plusieurs médecins de pouvoir s'appeler, dire bah, qu'est-ce que tu penses de ce mélanome, est-ce que j'en vois quand même ou est-ce que je l'enlève ou pas. Donc c'est de manière générale, quelle que soit la pratique de groupe, c'est assez chouette. Mais alors la pratique de groupe qui englobe kiné et infirmier aussi, ça permet une approche encore plus intégrée, globale du patient. Alors les maladies chroniques et les situations complexes sont aussi prises en charge de manière plus globale, à savoir par exemple on fait des campagnes pour les patients diabétiques, qu'on inclut les métiers, les autres soignants dans ces campagnes, et que effectivement il y a des réunions cas qui prennent une grosse partie du temps des réunions de coordination et qui permettent de passer du temps à discuter des malades plus ennuyeux, quoi, ou à une maladie plus complexe. Alors, le travailleur, il y trouve un certain sens. C'est vrai qu'on constate effectivement que parfois on manque parfois de sens dans son travail. Et c'est vrai que c'est, en tout cas pour ma part, assez agréable d'avoir un lieu de travail où mes valeurs, mes idéaux se retrouvent et que même si parfois je me dis, bah, oui, peut-être que seul on va plus vite, on pourrait gagner plus d'argent, mais moi, voilà, je pense que je gagne bien ma vie et surtout, ça a beaucoup de sens et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec d'autres qui ont des valeurs comme les miennes. Et d'ailleurs, on constatait, par exemple, à l'Assemblée générale de la Fédération des maisons médicales, donc celle qui comprend toutes les maisons médicales, je trouvais on constatait comme ce sens avait se retrouvait pour beaucoup de travailleurs, et il y a beaucoup de personnes qui viennent à ces assemblées générales, et je pense que c'est un défi de nos jours, c'est de trouver un sens dans son travail. Et alors, par exemple, nous, dans les réunions d'équipe, ce qu'on fait, c'est que les soignants font régulièrement un quart d'heure, 20 minutes d'information aux autres. Par exemple, le kiné va donner toute une série d'explications sur une manière, un type de thérapie qu'il fait ou dans quelle situation pouvoir lui envoyer ce qu'il va pouvoir faire avec un type de problématique qui Par exemple, la lombalgie chronique, ou bien la psychologue va parler la prise en charge du burn-out, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est des occasions de parler de sujets qui concernent tout le monde, mais dont c'est le plus la spécificité. Et surtout de pouvoir se dire, on peut tous grandir et apprendre des connaissances des autres métiers, et on se lève, on se fait remonter, on apprend tous les uns des autres, et on augmente chacun nos compétences au fur et à mesure de se confronter les uns aux autres. Voilà, donc l'efficacité, l'efficience accrue, un soutien psychologique et éthique. Il y a aussi une commission, un comité d'éthique à la Fédération des maisons médicales. Et puis une souplesse d'horaire, ça c'est évident que dans une pratique de groupe, quelle qu'elle soit, ça permet quand même une souplesse d'horaire et donc un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors, effectivement, quand on travaille pour se lancer en tant que médecin généraliste, si on est seul, parfois ça prend plus de temps pour se faire une patientèle. Si par contre on démarre une maison médicale tous ensemble, ben, on va quand même démarrer un peu plus vite, qu'on soit kiné, médecin généraliste ou autre chose, parce qu'on va se faire connaître les uns les autres, et donc c'est 1 + 1 = 3. Et alors, indirectement, on fait aussi des économies en termes de matériel, locaux, paiement du personnel, de l'accueil et des choses comme ça. Tout ça, on fait des économies, et puis surtout, on a des subsides de la vie, et donc ça permet aussi de faire des économies. Et peut-être encore, je trouve que ce qui est important, même si on l'a déjà dit, si Laurent a déjà insisté aussi là-dessus, c'est de dire que ce sont des avantages, tout ceci, ce sont des avantages pour les travailleurs, pour autant que ça vous parle et que ça corresponde à ce qui vous intéresse, vous. Et si c'est autre chose qui vous intéresse, c'est très bien. Ici, c'est les avantages par rapport à ce type de modèle. Donc, chaque modèle a ses avantages. Nous, on vous explique ses avantages ici. Donc, alors, comment est-ce qu'on s'installe et où on s'installe? Ça, je vais te laisser. Alors, donc, attends, comment on n'arrive pas...
Voilà, mais donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir se dire que généralement, pour pouvoir créer une maison médicale, on a besoin d'avoir, ça vient à l'initiative la plupart du temps de quelques soignants qui ont envie de se mettre ensemble et de construire une pratique et puis de s'orienter vers ce type de pratique au fur et à mesure où ils se renseignent. Mais ça peut aussi venir d'une équipe maison médicale qui existe déjà et qui se dit on commence à saturer complètement et on a de plus en plus de patients qui viennent d'une zone un peu trop éloignée et donc on encourage et on aide à ce qui est la création d'un nouveau projet et souvent au départ de quelques soignants ou quelques travailleurs de l'équipe qui vont aller monter la nouvelle maison médicale. Ça peut venir aussi des pouvoirs locaux, notamment communes CPAS qui se disent au secours, il faut absolument qu'on fasse quelque chose chez nous et on va mettre le paquet pour pouvoir aider à l'installation d'une pratique de groupe. Voilà, donc c'est un peu les cas de figure ceux qu'on repère le plus souvent. Alors, où créer une maison médicale? Je peux quand même peut-être préciser qu'il est rare quand même qu'une maison médicale puisse réellement avancer sans la présence de médecins, quoi. Donc nous, par exemple, pour l'accompagnement, on attend la présence au minimum d'un médecin parce qu'on estime qu'avec un médecin, déjà, il y a plus de chances d'attirer le deuxième pour pouvoir ouvrir, parce qu'effectivement, pour pouvoir ouvrir comme ASI, Association de soins intégrés, avoir les subsides, il faut 2 médecins. Mais donc, c'est vrai qu'il y a quelques maisons médicales où il y a eu des projets, des très beaux projets qui ont commencé à se créer et puis qui ont vraiment pu appuyer sur la pédale d'accélération une fois qu'ils ont trouvé le ou les médecins nécessaires. Et en même temps, le fait de démarrer une pratique de groupe ou d'essayer d'avoir un embryon encourage aussi, ou en tout cas peut être attirant pour ceux qui sont intéressés par ça dans les jeunes assistants. Et donc, nous, en tout cas, dans notre accompagnement, on attend que l'équipe ait au minimum un médecin et au moins 2 autres métiers, donc soit kiné, infi, accueil, gestion, psy, AS, pour pouvoir se dire, voilà, on a un embryon d'équipe et on peut commencer à réfléchir au projet ensemble. Alors, où créer une maison médicale? Dans toutes les communes sont encore en besoin, à part quelques-unes qui sont déjà bien fournies, mais ça, on le sait généralement quand on est dans une commune où il y a une maison médicale et où il y en a en suffisance. Mais il n'y a pas de limitation légale à ce niveau-là, au niveau des agréments. Alors, donc, ce qu'on encourage toujours, quand on veut s'installer quelque part, c'est d'abord faire une espèce de petite étude de marché, d'essayer de voir, tiens, combien y a-t-il déjà de professionnels sur le territoire, quelle est la taille de la population, rencontrer le tissu associatif, discuter avec eux, voir un petit peu les besoins, aller rencontrer les pouvoirs publics, leur demander aussi si eux repèrent des besoins et s'ils ont l'intention d'être aidants ou de ne pas être aidants, parce que arriver dans une commune où on n'est pas bien accueilli, c'est parfois un peu plus compliqué. Et alors, voilà, comme je disais, d'avoir au minimum 2 médecins dans le projet. En tout cas, pour l'agrément, il en faudra 2. Alors, ici, on vous a repris une petite carte de 2021, la VIC n'en avait pas de plus récente à nous fournir, sur la pénurie sévère, la pénurie modérée ou l'absence totale de pénurie, et là où il y a eu des demandes de dérogation en 2021, parce qu'apparemment, elles étaient considérées comme sans pénurie, mais on a considéré que, vu l'âge des médecins ou vu l'activité des médecins, il y avait vu quand le même... temps de travail. Dans le calcul, on ne tient pas compte de l'âge et on ne tient pas compte du temps de travail des médecins, mais par contre, on peut faire une demande, les cercles peuvent faire une demande de dérogation si ils sont interpellés pour pouvoir modifier ça. Et donc, en gros, vous voyez que dans la zone, en tout cas celle qui nous concerne, nous, le sud de Namur et le Luxembourg, voilà, en rouge, c'est la pénurie sévère. Il n'y a pas de problème pour s'installer. Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus. Si vous voulez monter des projets, quels qu'ils soient, on vous aidera. Voilà. Alors ici, je vais mettre en lien la liste actualisée qui n'existe pas sous forme de carte, où on présente celle de 2021, mais je vais mettre le lien de la VIC pour les cartes actuelles, qui est sous forme de tableau Excel. Et alors, ici, on a aussi recensé pour 2020, c'est encore moins bien que la carte précédente, les associations de soins intégrés. Entre-temps, il y en a eu 2 à Marche, il y en a eu une à Onhé, enfin bon, bref, il y a eu des nouvelles associations de soins intégrés, mais vous voyez déjà celles qui existent. Ouais. À la grosse louche, en 2021, il y en a eu 4 ou 5 qui ont reçu l'agrément, et à nouveau 4 ou 5 aussi en 2022. Et en 2023, on tourne autour de généralement entre 3 et 5 nouveaux agréments par année au niveau de la région wallonne.
Alors, le mouvement, on vous a dit plus Voilà. ou moins 121 maisons médicales. Donc, les maisons 2020. médicales ont commencé dans les années 70. Et puis, vous voyez, par exemple, en 2010, il y avait 88 maisons médicales. Maintenant, on est à 135 maisons médicales. Donc, comme je vous disais, on augmente en tout cas le nombre de maisons médicales de 4-5 par an. C'est quoi la différence? Ah oui, le bleu, c'est Bruxelles et le rouge, c'est Région Wallonne. Ah oui, c'est ça. Vous le voyez, mais Voilà. nous, on a... Hop, je vais me bouger ce truc, peut-être. Hop, et on verra mieux. Alors ici, on a une diapo un peu chargée. On a synthétisé pas mal de diapos ensemble. Mais donc, le propre de la Fédération des maisons médicales, c'est quoi? En fait, c'est comme un peu un syndicat qui va vous représenter dans différentes instances, créer des alliances et défendre votre secteur, le financement du secteur et les projets. Et alors, on a des représentants dans différents niveaux de pouvoir et dans ces différentes instances. Alors, quels dossiers pour le moment? C'est la pénurie des médecins généralistes et des infirmières, la précarité énergétique des ASBL, les assises de première ligne de la région Wallonne. Et on a eu aussi des autres dossiers dans lesquels des personnes de la Fédération des maisons médicales ont activement permis, par exemple, de débloquer des fonds pour les blouses blanches au sein des maisons médicales, de revoir la prime d'attractivité de manière générale. Les maisons médicales maintenant ont, pour la plupart, celles qui l'ont demandé, un mi-temps assistante sociale. La plupart des maisons médicales qui démarrent peuvent bénéficier d'un Marie-Belle, à savoir un mi-temps à l'accueil ou en souvent au démarrage, c'est un mi-temps accueil. Mais ça pourrait être aussi dans une fonction psychosociale. Donc tout ça, c'est... Allez, vous pouvez encore lire la liste, mais donc tout ça, c'est des endroits où, même Caro, toi qui travailles aussi au sein de la vie en tant que représentante, tu parleras peut-être mieux de... Oui, voilà, mais donc le principe, c'est vraiment de pouvoir se dire, voilà, la fédération, elle essaie de défendre un petit peu le modèle des maisons médicales, une autre manière aussi de rendre accessibles les soins et de pouvoir se dire, voilà, on essaye de défendre le modèle à plein d'endroits et en même temps, on permet de faire du lien entre les maisons médicales et que quand on est dans une zone reculée, qu'on monte son petit projet dans son coin, qu'on ne se sente pas tout seul et qu'on se dise, en fait, on fait partie d'un mouvement. Il y en a d'autres qui sont passés par là bien avant nous, qui ont pu déjà essuyer toute une série de difficultés et simplement en profitant de leurs conseils, de leurs avis, d'avoir une série de partenariats avec d'autres maisons médicales. Et donc là, on est au point 2, donc c'est assez riche, surtout au démarrage, mais à différents moments de la vie d'une maison médicale. Ces groupes d'échange de pratiques et d'élaboration d'outils entre pairs. Ici, particulièrement au démarrage, un gestionnaire de maison médicale, il va vraiment bénéficier énormément des outils de ses collègues gestionnaires un peu plus rodés, mais il existe des groupes médecins, infis, kinés, facturation, promotion de la santé, où les bonnes pratiques s'échangent et voilà. Et alors, dès le démarrage, dès la signature de la convention d'accompagnement du projet, vous pouvez bénéficier des formations qui sont pour tous les membres de la Fédération des maisons médicales et qui permettent d'avoir une formation, par exemple, sur l'outil plan financier, une formation sur l'autogestion ou des ressources humaines. Donc, il y a une large liste des formations gratuites possibles. Comment créer vos statuts de maison médicale. Ici, on a mis un peu une liste qui n'est pas exhaustive, mais voilà, c'est vraiment l'idée de se dire, on n'est pas tout seul dans nos pratiques, même si on se sent fort isolé dans nos coins, mais on fait partie d'un mouvement et on a cette force derrière nous qui nous aide aussi à défendre les besoins quand ils sont là. Alors, il y a aussi les intergroupes qui, eux, sont plus locales, donc souvent par province. Donc, on a l'IGB pour Bruxelles, GBOE pour Brabant-Wallon, C pour Charleroi, L pour Liège, H pour le Hainaut de manière plus générale, et le SOL, c'est pour les noms des rivières dans le sud de la Belgique. Et donc voilà, c'est des pratiques où par profession ou de manière générale, les travailleurs peuvent venir se retrouver pour parler de sujets actualisés. Par exemple, pendant le Covid, on a discuté à distance, bien sûr, de différentes choses, mais voilà. Ou se partager plein d'outils de prévention, de promotion de la santé, de bénéfices. Généralement, je crois que je n'ai jamais rencontré une seule maison médicale qui était avare de partager ses outils, ses projets. On est généralement assez fiers de pouvoir partager ce qui fonctionne bien et permettre que ça puisse faire tache d'huile et que ça puisse bénéficier à d'autres.
Et donc concrètement, quand on démarre, il y a le petit modèle des statuts juridiques pour créer son ASBL que la Fédération des maisons médicales propose, l'outil plan financier, on vous en a déjà parlé, hein, donc vous relirez ça. Donc, on vous rend des services au niveau des projets, au niveau de la communication. Je pense qu'on peut avancer, hein. Et alors, quel type d'accompagnement est-ce qu'on propose? Donc là, on a repris le nom des référents territoriaux voilà, par province globalement. Et dans le mail qu'on vous renverra, il y aura de nouveau ces noms et les coordonnées de chacun. Et donc, tout au long du processus de la création et jusque 2 ans après l'ouverture, on vous accompagne. Et puis, progressivement, c'est votre intergroupe qui fera ce office d'accompagnement. Et voilà. Voilà. Et donc, dans l'accompagnement, comme vous voyez dans le petit dessin, chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne voyez pas le bout, vous ne voyez pas comment faire, où ça vous semble tout à fait inextricable, voilà, avec les regards qu'on peut avoir et l'expérience qu'on peut avoir, on peut vous aider à mêler tout ça et à trouver les bonnes issues ou les différentes pistes à recreuser pour pouvoir trouver des nouvelles idées pour votre projet. On ne va pas créer la maison médicale à votre place, on va vous aider à la créer. On est plutôt là en tant qu'expert pour pouvoir vous donner, vous faire bénéficier de nos compétences et de nos connaissances. Alors, on travaille aussi avec des partenaires. On a Santé Ardennes ici présent avec Laurent Dutrieux pour la province du Luxembourg. Et puis, on a des agences conseils. Santé Ardennes, je pense que c'est gratuit, pardon. Mais les agences conseils, voilà, la boutique de gestion, en fonction, parfois, ces partenariats peuvent être payants. Mais on les fait en fonction de là où ce sont les limites de ce que nous, on connaît bien. Et si ça n'est plus dans nos compétences, on vous renvoie vers ceux qui sont compétents en ayant au moins un carnet d'adresses. Et donc, quand on est accompagné quand on signe la convention d'accompagnement, l'accompagnement est gratuit parce qu'il est financé par les membres de la Fédération des maisons médicales, mais on s'engage aussi à demander l'admission au terme de l'accompagnement parce que voilà, on ne peut pas juste vous aider à être ASI, à être une belle structure et puis au bout de 2 ans, vous dites non, en fait, nous, on ne veut pas faire partie de la Fédération des maisons médicales. Et donc, on vient déjà vous expliquer quels sont les enjeux de l'admission dans la SBL, Fédération des maisons médicales. Et donc, on va signer une convention d'accompagnement. Et voilà, Laurent, toi qui as recueilli les questions. Alors, nous avons quelques questions. Le docteur Broncart de Ciné demande, est-ce qu'il y a une distance minimale entre 2 maisons médicales? Ou est-ce qu'il est possible d'avoir 2 maisons médicales distantes de 10 km ou moins au sein d'une même Oui, on a commune? même, par exemple, à Ottigny, 2 maisons médicales qui sont l'une en face de l'autre. Donc, en fonction des besoins de la population et des... Il n'y a pas d'exigence, si ce n'est de s'assurer que ça n'aille pas empiéter sur enfin voilà, ça ne doit pas mettre en difficulté la première maison médicale qui existe, mais à partir du moment où il y a... toutes les maisons médicales ne s'entendent pas toujours, et toutes les maisons médicales ne s'entendent pas toujours avec le soignant d'à côté. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir poser la question si, par exemple, à Ciné, vous souhaitez créer une 2e maison médicale, et je pense de toute façon que la première n'est plus membre de la Fédération des maisons médicales. Mais s'il y a des besoins, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, mais tout en essayant de le faire, enfin voilà, en veillant à s'assurer que justement il y ait bien un besoin. Ciné est en zone en pénurie. Tout à fait. Alors, les accueillants, est-ce que c'est... vous parlez beaucoup d'accueillants, hein, ce sont les secrétaires en fait. Hein, enfin, c'est un terme un peu plus générique parce oui, que alors nous, on a plus. professionnalisé un peu plus la fonction d'accueil. On estime qu'ils font partie intégrante de l'équipe pluridisciplinaire. Et que c'est une fonction de soins à part entière, d'être là en permanence du matin au soir et d'être vraiment le relais entre les patients, entre l'équipe. Et ils désamorcent énormément de situations, voire énormément de situations de violence. Moi, j'ai travaillé ici en remplacement dans une maison médicale à Liège et je vois les patients arriver avec un bien-être et une sérénité. Et je pense que l'accueil y est pour beaucoup parce qu'ils arrivent à désamorcer avec beaucoup de bienveillance. Mais peut-être ce n'était pas la question. Non, mais c'est ça, c'était la question. Et c'est vrai que je rebondis là-dessus. On ne parle pas de secrétaire, mais on parle d'accueillant. Voilà. Moi, je dis souvent aux médecins que leur secrétaire ou leur accueillante, c'est le premier paratonnerre, en fait. Hein. Surtout dans les zones en pénurie, en fait, c'est elles qui prennent la pression des patients. Et ça me permet de rebondir sur une question de Madame Costage qui dit, mais quid quand les médecins ne prennent plus de nouveaux patients? Alors oui, c'est un problème, on le sait.
On est en zone en pénurie. Ça n'est pas un problème qui incombe aux médecins, c'est un problème qui est au niveau fédéral D'ordre et public. on ne peut pas demander à un niveau individuel aux médecins de porter des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements du pays. Et donc, ça ne sert pas à grand-chose de vouloir absolument qu'un médecin prenne 3 fois plus de patients que ce qu'il ne peut, sinon de l'amener au burn-out et dans un épuisement qui fait qu'il ne Mais pourra donc, ce qui pas. est très intéressant, c'est qu'avec les pouvoirs locaux, qu'ils soient communal, provincial ou régional, essayer de secouer les pouvoirs fédéraux et des choses comme ça pour que les quotas INAMI soient un peu revus. Et ça, c'est sûr que le problème est là et il n'est pas au niveau du médecin, au niveau individuel. Non, ce qui est clair, c'est que je dis souvent d'ailleurs qu'une pratique du groupe ou une maison médicale, a fortiori, quand elle est créée sur un territoire, il y a beaucoup d'attentes des patients qui pensent que ça y est, ils vont avoir un nombre d'heures de médecine générale à disposition et que la pénurie, c'est fini. À court Mais terme, c'est ça, pas c'est un vrai. rêve. C'est un C'est un rêve et c'est rêve pas et une c'est faux. réalité. Tout à fait. Ça fait partie de la solution, mais ça n'est pas la solution. Voilà, ce n'est pas la solution miracle et à court terme, c'est faux. Je dirais même plus qu'en fait, ça a un effet parfois contraire, c'est que les médecins généralistes diminuent leur temps de travail. Par contre, ils gagnent en qualité de vie et donc en santé mentale. Et donc, qui ménage sa monture va plus loin. Et Il y Et ça, avait c'est une une belle... réalité flagrante. Et donc, s'ils sont plus sains, si la structure est plus saine et si l'ambiance de travail est meilleure, eh bien là, à moyen et long terme, il y a des médecins qui s'installent avec eux et donc l'augmentation du soin en santé augmente. Mais à court terme, ce n'est pas forcément vrai. Il y a un beau témoignage de tout ça dans l'émission de Arnaud Reussen sur Déclic, sur de la RTBF. On peut revoir ça dans Ovio. Et il dit que de nos jours, les médecins généralistes ont malheureusement tendance à s'installer là où il n'y a pas de pénurie, surtout pour gagner en qualité de vie. Et donc, moi, je pense que créer une maison médicale dans une zone, quelle qu'elle soit, ça participe à la solution et ça permet à d'autres projets de venir s'installer plus facilement. Et donc, il faut vraiment assumer le fait qu'on fait partie de la solution, mais qu'on n'est pas la solution. Et savoir mettre ses limites à tout prix pour que le projet soit périn, quoi. c'est du moyen long terme. Alors, j'étais en train de rechercher la vidéo le podcast d'Arnaud Reussen qui est effectivement très bien fait, je le partagerai après. Ouais. Est-ce qu'il faut obligatoirement être conventionné pour travailler dans une maison médicale? Oui, donc là, la Fédération des maisons médicales et en ASI pour bénéficier des subsides, oui, il faut être conventionné. Oui. C'est obligatoire, c'est dans les conditions de l'agrément. Qui échappent Mais ça ne va plus l'être. Donc, oui. voilà, la base, c'est que tous les soignants doivent être conventionnés. Tous les soignants doivent être conventionnés, ce compris s'il y a des psychologues, etc., etc. Même s'ils ne sont pas pris dans la convention, enfin dans les obligations ASI, si un psychologue dans la maison Pour le moment, médicale. c'est encore un peu flou. Hein, c'est encore un tout petit peu flou, mais ça ne le sera bientôt plus. Et donc, comme au départ, ça ne faisait pas partie des métiers de base, ça n'avait pas été cadré au niveau de la VIC, mais c'est en voie de régularisation. Voilà, il y a énormément de choses à dire évidemment sur la création d'une pratique de groupe. Hein. En plus d'une heure 30, on a un peu dépassé le timing. C'est difficile de tout aborder. Il n'y a pas de recette miracle. Par contre, il y a des incontournables. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Avoir des médecins, parler des valeurs, prendre le temps. On dit souvent qu'une pratique de groupe à créer, ça met 2-3 ans, clairement. Depuis la première rencontre jusqu'à rentrer dans les bâtiments et commencer à collaborer réellement ensemble, ça met facilement 2-3 ans. On a une question dans le chat. Dans une maison médicale, faut-il être conventionné? Il faut être conventionné, on l'a dit. Mais dans un centre médical pluridisciplinaire, est-ce la même chose? Eh bien non, en fait. C'est une des principales différences. Hein. Quand je parle de centre médical non ASI, mais qui peut être pluridisciplinaire, certains ont fait le choix de ne pas être reconnus par la région wallonne parce qu'ils sont déconventionnés. Ça se fait surtout souvent par secteur, en fait. Hein. Il y a certaines communes où tous les médecins sont déconventionnés. C'est un choix philosophique. Ils sont déconventionnés. Ça peut être parfois ne pas être précis parce qu'ils ne souhaitent pas faire des réunions toutes les semaines, alors qu'ils le font souvent de façon informelle. Voilà, il y a toute une série de raisons. Souvent, moi j'ai l'habitude de dire qu'être une ASI, c'est un processus. Je parlais de 2 à 3 ans pour créer une pratique de groupe. Pour une maison médicale, c'est peut-être même un peu plus. Souvent, les pratiques de groupe, elles se créent, elles se développent, elles ne sont pas ASI, elles deviennent pluridisciplinaires. Elles commencent à organiser des projets de santé communautaire parce que ça leur tient à cœur. Et quand il ne reste pas grand-chose à faire comme chemin pour avoir des subsides, eh bien, ils franchissent le pas. Et quelque part, c'est la formule qui fonctionne le mieux. C'est de prendre le temps de travailler ensemble et de se connaître et d'être sûr de la philosophie de travail. Il y a différents modèles. Hein. Il y a aussi des maisons médicales qui sont déjà plus au clair sur ce modèle et ont déjà travaillé dans des maisons médicales précédemment. On part de rien. Il faut en effet prendre le temps et bien avoir en tête qu'en tout cas, l'agrément
encore une fois, il va donner une aide, une petite aide financière qui va permettre de financer en partie les missions de l'ASI, mais ça vous donne d'autres missions que si vous travaillez sans avoir l'agrément, à savoir que, donc, comme on disait, vous avez l'obligation de faire vos réunions une heure par semaine avec tout le monde, vous avez l'obligation de faire des projets de santé communautaire, vous avez de l'obligation d'être conventionné, vous avez l'obligation d'être une ASBL, de fonctionner en autogestion et d'être dans un système avec une non hiérarchique et où tout le monde a la possibilité de participer au projet. Et donc, encore une fois, ça n'est intéressant que si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, il ne faut pas courir derrière ce subside-là parce que ça va vous donner des contraintes qui seront bien plus inintéressantes pour vous si c'est pas votre trip en gros. Et le mot maison médicale n'est pas d'appellation d'origine protégée. Donc, on a des regroupements de médecins où il n'y a que des médecins qui s'appellent maison médicale parce que voilà. Par contre, le mot ASI est un mot appellation d'origine protégée. Mais voilà, on appelle les regroupements, les maisons médicales et tout ça sont. Donc, quand une maison médicale fait partie de la fédération des maisons médicales, alors là, on parle on retourne à notre présentation, mais voilà, il y a toutes sortes de centres médicaux. Il y a même des centres de santé qui sont des maisons médicales de la fédération des maisons médicales. Donc, voilà, malheureusement, il y a encore un grand flou autour de ces noms et c'est parfois intéressant de creuser un peu le projet pour comprendre vers quelle valeur ou comment ce qui s'affirme, quoi.